Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez faire de nouvelles découvertes durant ce webinaire. J'ai lu récemment un article qui disait que le voyage en train était la cause d'un état de panique général à l'époque de son invention. Il était donc inconcevable de monter dans une machine qui roulait 10 fois plus vite qu'un cheval. Du coup, je me pose la question suivante. Comment la société d'aujourd'hui vit la transition vers l'intelligence artificielle? Je m'appelle Adel Khamfir, docteur en mécanique et énergétique de l'Université de Lorraine, rattaché au laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et appliquée de cette même université et ex-chercheur au sein de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité. Centre de Lorraine. Je vais vous parler de l'historique de l'IA, la naissance de la discipline, les exploits et les risques. Donc l'histoire de l'intelligence artificielle a commencé par le célèbre canular construit à la fin du XVIIIe siècle par le baron von Kempelen. Il s'agissait d'un prétendu automate doté de la faculté de jouer aux échecs. Ce mécanisme n'était qu'une illusion permettant de masquer la profondeur réelle du meuble. Celui-ci possédait un autre compartiment secret dans lequel un joueur humain pouvait se glisser et manipuler le mannequin comme un marionnettiste sans être vu. Grâce au talent des joueurs cachés, le Turc mécanique remporta la plupart des parties d'échecs auxquelles il participa en Europe et en Amérique durant près de 84 ans, y compris certains hommes d'État tels que Napoléon Bonaparte et Catherine II de Russie. Ensuite, les premières machines pensantes sont apparues dans les histoires de science-fiction, citant l'œuvre de l'écrivain Liam Frankenbaum, Le magicien d'Oz, et la pièce de théâtre de l'auteur tchécoslovaque Karl Čapek, jouée en 1921. En 1950, c'est au tour des scientifiques de travailler sur le sujet plus sérieusement. Le mathématicien Alan Turing a publié un article intitulé Machine de calcul et intelligence, où il a décrit comment savoir si une machine s'approche d'une intelligence humaine. Il appelle cette technique le jeu d'imitation, plus connu aujourd'hui sous le nom de test de Turing. Donc en 1956, les scientifiques américains John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon ont invité leurs confrères à une conférence sur le thème des machines pensantes au Dartmouth College, une célèbre université des États-Unis. D'ailleurs, ce fut pour la première fois utilisé le terme intelligence artificielle dans cette conférence. Ils ont commencé ensuite leur recherche par décrire très précisément les mécanismes d'apprentissage et d'intelligence chez l'humain pour les reproduire avec une machine. Donc à partir de cette date, les projets commencent à fleurir, stimulés par les débuts de l'informatique. Citons ici le premier programme d'intelligence artificielle inventé par Allen Newell et Herbert Simon qui permettait d'effectuer des démonstrations de théorèmes mathématiques. En 1957, le psychologue Frank Rosenblatt invente le premier programme d'apprentissage grâce à un réseau de neurones simples appelé perceptron. Entre-temps, l'IA trouve un autre terrain d'étude avec la traduction automatique. En 1954, motivé par la guerre froide entre l'URSS et l'USA, un programme de traduction automatique voit le jour. Il traduit 49 phrases russes en anglais. Mais c'est à partir de 1957 que les programmes s'améliorent vraiment grâce à Noam Chomsky qui a inventé des modèles mathématiques de langage pour les rendre compréhensibles aux machines. Plus tard, en 1965, au MIT, Joseph Weizenbaum développe le programme informatique ELISA qui remplace le psychothérapeute pendant les entretiens thérapeutiques. C'est aussi le premier programme qui réussit le test de Turing, mais seulement pendant quelques minutes avant que son identité de chatbot ne soit démasquée. Parallèlement, l'IA se répand dans la culture populaire. En 1968, elle apparaît dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. On en voit un ordinateur intelligent capable de piloter un vaisseau spatial. La fin des années 60 marque une période de crise pour l'IA. On parle d'hiver de intelligence artificielle. La recherche s'effondre suite à une désillusion scientifique, il faut le dire. Les machines étaient très loin d'une intelligence humaine. Effet domino, les investissements s'écoulent à leur tour. Les premières questions éthiques émergent et avec elles les premiers reproches.
En 1965, le philosophe américain Hubert Dreyfus publia une première critique dans les recherches sur l'IA. Il conteste que l'intelligence soit réduite à un simple calcul et il souligne l'importance des émotions et du ressenti du cerveau humain. Pire que ça, il traite l'intelligence artificielle d'alchimie. En 1973, le mathématicien britannique Michael James Lighthill émet aussi des critiques dans un rapport commandé par le Parlement britannique, qui a eu pour conséquence le gel des financements européens pour l'IA. Donc cette période a permis de revoir les objectifs à la baisse et d'établir des projets plus réalistes. Pendant ce temps, l'IA s'installe de plus en plus dans la culture populaire des science-fiction, comme le célèbre duo C3P0 R2D2 de Star Wars, apparu en 1977. Donc dans les années 80, les investissements repartent à la hausse et les recherches reprennent. C'est l'époque de ce qu'on appelle les systèmes experts. L'idée est qu'une machine effectue les mêmes analyses qu'un expert humain dans un domaine bien précis, comme un diagnostic médical par exemple. Même si le premier système expert est apparu aux USA en 1965, le Dendral, qui permettait d'identifier les constituants chimiques d'un matériau, ce type de programme s'est développé surtout dans les années 80. Ils servent dans la finance ou encore pour détecter les fraudes aux cartes de crédit. Ça servit aussi en médecine, citant par exemple le système Caduceus qui permettait de diagnostiquer jusqu'à 1000 maladies différentes. Donc les années 80 sont aussi le moment où s'est développé les algorithmes d'apprentissage qui ont permis au programme de traiter des problèmes plus complexes qu'avant. Mais à la fin des années 80, l'IA vit une nouvelle crise avec l'émergence des nouveaux ordinateurs personnels qui a orienté les financements dans l'informatique classique. Ce n'est que dans les années 90 que l'IA réintègre les labos de recherche stimulés par les progrès de l'informatique et le début du Big Data. En 1997, pour la première fois, l'IA Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. La même année, un logiciel de reconnaissance vocale développé par Dragon Systems est installé sur Windows. Cette période marque aussi l'essor du deep learning grâce à des chercheurs comme le français Yann Lequin qui ont permis des avancées importantes dans la reconnaissance d'écriture et d'image. Ces nouvelles techniques ont été mises au point ensuite et utilisées pour détecter des fraudes sur les chèques par exemple. Ça a permis la vérification automatique du montant, la vérification automatique des signatures. Ça a permis aussi l'analyse et les détections des activités inhabituelles à l'aide du data mining. Donc au cours de la dernière décennie, l'IA prend un nouveau tournant. La puissance de calcul des ordinateurs, la capacité de stockage et l'accumulation des données augmentent de façon extraordinaire. Les améliorations techniques développent ainsi les performances des algorithmes. Et c'est l'ère du deep learning. Par exemple, l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook, DeepFace, égale presque les performances humaines. L'algorithme de Google DeepMind a récemment appris à jouer seul à 49 jeux vidéo Atari. L'algorithme DeepDream est capable de modifier des images analysées et proposer de nouvelles images. L'IA AlphaGo de Google bat en 2015 le champion du monde du jeu de Go. Et ça ne s'arrête pas là. On a un algorithme qui permet d'analyser les mimiques et les paroles d'une personne et les projeter sur une autre personne. Ici, un exemple testé avec Barack Obama. Obama speaking his for a lot of Barack Obama. When you giving a speech, make sure you use a lot of pauses and speak in a very weird timbre. Up and down, down and up. Up, up, down, down. Terrifiant. Ici un autre exemple d'algorithme intelligent qui permet de reconstituer l'écriture à la main. Donc en bas je vous présente l'écriture d'Abraham Lincoln et en haut c'est l'écriture générée par un algorithme intelligent. Des étudiants d'une université de Texas ont collecté plus de 2600 parfums de glace existants et les ont présentés à un algorithme pour voir ce qu'il générait. Voici certains des parfums que l'IA a inventés. Pose poubelle au potiron, bout de beurre
de cacahuètes et maladie de crème à la fraise. Ces parfums ne sont pas délicieux, comme nous aurons pu espérer qu'ils soient. La question qui se pose, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a mal tourné? Est-ce que l'intelligence artificielle essaie de faire ce que nous avons demandé? Il y a un problème. Enfin, dans les films de science-fiction, quand cela tourne mal avec l'IA, c'est généralement que l'IA a décidé qu'elle ne voulait plus obéir aux humains et qu'elle a ses propres objectifs. Heureusement, dans la vraie vie, l'IA que nous avons n'est pas assez intelligente pour cela. Elle a à peu près la puissance d'un calcul d'un ver de terre, ou peut-être au mieux d'une seule abeille, et probablement moins que cela. Disons maintenant qu'on veut essayer de faire qu'une IA prenne un ensemble de pièces d'un robot et les assemble en une sorte de robot pour aller d'un point A à un point B. Donc si vous essayerez de résoudre ce problème en écrivant un programme informatique traditionnel, vous lui donnerez des instructions étape par étape sur comment prendre ces pièces, comment les assembler en un robot ayant des jambes, puis comment utiliser ces jambes pour marcher jusqu'au point B. Donc si vous utilisez une IA pour résoudre le problème, cela est différent. Vous ne lui dites pas comment résoudre le problème, vous lui donnerez juste l'objectif et elle doit trouver par tâtonnement comment atteindre cet objectif. Il s'avère que l'IA a tendance à résoudre ce problème en particulier en faisant ceci. Elle s'assemble pour former une tour, puis se laisse tomber et atterrir au point B. Techniquement, cela résout le problème. Et techniquement, elle est arrivée au point B. Le danger lié à l'IA n'est pas qu'elle va se rebeller contre nous, c'est qu'elle va faire exactement ce que nous lui demandons. Donc l'astuce pour travailler avec une IA devient comment poser le problème pour qu'elle fasse ce que l'on veut. Donc ce petit robot est contrôlé par une IA. L'IA a conçu un design pour les jambes du robot, puis elle a déterminé comment les utiliser pour passer tous ces obstacles. Mais quand David a présenté cette expérience, il a dû établir des limites très strictes sur la taille autorisée des jambes que l'IA pouvait créer. Car sinon, on aura le résultat suivant. Techniquement, il est arrivé à la fin de cette course d'obstacles. Donc vous voyez à quel point il est difficile de faire une chose aussi simple que marcher à une IA. Donc c'est à travers les données que nous disons souvent accidentellement à l'IA de faire la mauvaise chose. Ce poisson est appelé tanche. Un groupe de chercheurs a entraîné l'IA à identifier cette tanche sur les photos. Mais quand ils lui ont demandé quelle partie de la photo il utilisait pour identifier le poisson, voici ce qu'elle a sélectionné. Des doigts d'être humain. Pourquoi cherchait-elle des doigts d'être humain si elle essaie d'identifier un poisson? Il s'avère que la tanche est un poisson trophée, et donc sur de nombreuses photos que l'IA avait vues de ce poisson, durant son entraînement, le poisson ressemblait à ceci. Donc elle ne savait pas que les doigts ne faisaient pas partie du poisson. Donc vous voyez pourquoi il est si dur de concevoir une IA qui comprend vraiment ce qu'elle considère. C'est pourquoi concevoir la reconnaissance d'images dans les voitures autonomes est si difficile et pourquoi tant de défaillances de ces voitures sont dues au fait que l'IA ait confondu des choses. Je vais vous parler d'un exemple de 2016. Il y a eu un accident mortel où quelqu'un a utilisé l'IA de pilotage automatique de Tesla. Mais au lieu de l'utiliser sur l'autoroute, ce pourquoi elle était conçue, il l'a utilisé dans les rues de la ville. Ce qui s'est passé, c'est qu'un camion est passé devant la voiture et la voiture n'a pas freiné. L'IA avait été entraînée à reconnaître les camions sur des photos. Mais il semble que ce qui s'est passé, c'est qu'elle reconnaissait les camions sur l'autoroute, où vous vous attendez à les voir de derrière. Les camions ne sont pas censés être vus de côté sur l'autoroute. Et donc, quand l'IA a vu ce camion, il semblerait qu'elle est reconnue comme étant un panneau de signalisation, et donc sans danger de passer en dessous. Je vais maintenant vous parler d'un autre domaine. Amazon a récemment dû abandonner un algorithme de tri de CV sur lequel ils travaillaient quand ils ont découvert que l'algorithme avait appris à discriminer contre les femmes. Il avait entraîné avec des exemples de CV de gens qu'il avait embauchés dans le passé.
D'après ces exemples, l'IA a appris à éviter les CV des gens ayant été dans des universités de femmes ou ayant le mot femme plutôt quelque part sur leur CV. Comme par exemple équipe de sport féminine ou société de femmes ingénieurs. L'IA ne savait pas qu'elle n'était pas censée copier cette chose en particulier et qu'elle avait vu les humains faire. Techniquement, elle a fait ce qu'ils lui ont demandé. Ils lui ont juste accidentellement demandé de faire la mauvaise chose. Cela arrive constamment avec l'IA. L'IA peut être destructrice sans le savoir. Autre exemple, les IA qui recommandent de nouveaux contenus sur Facebook ou sur YouTube. Elles sont optimisées pour augmenter le nombre de clics et de vues, mais malheureusement, une des façons trouvées pour faire cela est de recommander du contenu de théories conspirationnistes ou relevant du fanatisme religieux. L'IA n'a aucune idée du contenu et elles n'ont aucune idée des conséquences possibles de la recommandation de ces contenus. Donc, quand nous travaillons avec une IA, c'est à nous d'éviter les problèmes, éviter les choses que ça tourne mal. Cela pourrait se résumer à son piternel problème de communication où en tant qu'humain, nous devons apprendre à communiquer avec une IA. Nous devons apprendre ce dont l'IA est capable, ce dont elle est incapable. Et comprendre qu'avec son petit cerveau de ver de terre, elle ne comprend pas vraiment ce que nous lui demandons de faire. En d'autres termes, nous devons être prêts à travailler avec une IA qui n'est pas celle super compétente et omnisciente de la science-fiction. Nous devons être prêts à travailler avec une IA qui est celle que nous avons actuellement. Et l'IA que nous avons actuellement, elle est étrange. Donc le monde est en train de changer comme il a changé à l'époque de l'invention des trains à vapeur et des voitures. Ce sont les années où l'homme change pour devenir l'homme qu'il va devenir pour des décennies, voire des siècles. Soyons vigilants. Un changement ne donne pas le droit à une personne de devenir une mauvaise version de lui-même. Rappelons-nous, là où l'on trouve un grand pouvoir, on trouve une grande responsabilité. L'arrivée des trains puis des voitures avait pour conséquence la création de nouveaux métiers tels que le génie routier, la police de circulation, les assurances et de nouvelles lois pour cadrer ce changement. L'IA apporte beaucoup de changements et donc beaucoup de travail pour les juristes. Participons ensemble à cette révolution technologique. Merci.